98. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 98. Compte rendu. Qu'en est-il de l'exil? C'est un sentiment confus de la non-place où l'on doit se trouver. Où il faut, quand il faut. On peut faire un parallèle avec le développement de l'être humain sur la Terre. Cela induit qu'on peut se sentir en exil. C'est douloureusement vécu que d'être abandonné de tous. Quelle influence il exerce sur notre vie de tous les jours, l'exil? Les psychologues ont repéré cette notion d'exil, mais non prolongée par la métaphysique. Comment percevoir, aborder, comprendre l'essence de l'exil? Est-ce qu'il y a exil? Comment aborder la nature de ce processus? Qu'en est-il du dénuement, de l'abandon, du désespoir par rapport à la nature même de l'être? Cela implique du caractère aliéné de l'existence humaine. Qu'en est-il d'une autre nature de l'exil? Exil de quoi? Exil de qui? De l'être humain? Du cosmos? Un exil par rapport à l'être? Du corps? On peut faire un parallèle avec l'existence aliénée de l'être humain. Il y a de l'être, de l'esprit dans l'être humain. Cela induit qu'il y a un a priori arbitraire. L'être humain s'évite d'éprouver dans sa chair une perspective totale d'exilé. Au niveau des politisations, l'exilé garde l'espoir de revenir sur la terre natale. Cela s'oppose en partie aux racines familiales, sociales. Cela entraîne que ce sentiment d'arrachement jette hors pour aller dans un pays dont on ne connaît pas les us et les coutumes. Cela implique une situation insuffisante, d'où un subir un traumatisme. La terre serait vouée à l'immigration. Qu'en est-il si on met des murs, des cloisons entre les êtres humains? Cela induit le rêve et l'utopie, qui nous fait croire qu'on pourrait exister dans de hautes murailles. Qu'est-ce qui se cache avec le mur, avec le slogan? Est-ce que les individus manqueront de ce que nous avons? Est-ce que les nantis riment avec sécurité? Comment se penser sur le plan collectif? Cela implique l'histoire. Or, il y a la mondialisation. On ouvre les frontières. On peut faire un parallèle avec la communication. Et cela en sachant qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'information et non de la réelle communication. Cela s'oppose au nationalisme frileux. Qu'en est-il de l'Est? Qu'en est-il des peuples sous la tutelle d'un gouvernement autocrate et rendu autonome? On peut faire un parallèle avec la Yougoslavie. Il y a un retour aux racines, à la race. On peut faire un parallèle avec le nazisme. C'est un mythe du sang, de la terre, de la famille qui est mis en avant. Il peut y avoir une régression avec le réflexe d'autoprotection qui peut en découler. On peut aussi faire un rapprochement avec les religions qui vont utiliser le désir de régression, d'où s'ensuit de la manipulation. Qu'en est-il des cités banlieues de Mexico, du Caire, des ghettos, sans eau, sans rien? Aussi, qu'en est-il en Amérique du Sud? Cela s'oppose à des structures encadrantes où règne la prédation. Les taudis autour des cités radieuses existent pour que ces gens puissent vivre.
ils sont rejetés dans des cercles extérieurs de la cité. Le Bronx s'oppose à la police en Amérique. Ainsi, certains quartiers sont abandonnés aux mafieux et aux chefs de bande. Ils ont leurs propres règles, leurs propres lois. On peut faire un parallèle avec la notion de travail dans les mégalopoles. Qu'en est-il des émeutes des bidonvilles? Qu'en est-il des cités radieuses? George Orwell, dans 1984, place sous la sellette les cités radieuses. On peut faire un parallèle avec les cités froides, avec des vigiles, des miradors, des fils de fer barbelés pour les nantis. Qu'en est-il aux Philippines? Des yachts de milliardaires s'ancrent dans les baies où s'opposent les pauvres, se rapprochant et s'abritant sur l'eau dans des frêles habitats sur pilotis, entre autres. Qu'en est-il de l'exil? Combien d'enfants naissent par jour? Que vont peser par rapport à cela les idéologies? Cela induit un nouveau cheminement du monde. À quoi sert de demander des nouvelles immaîtrisables? On abandonne les quartiers insalubres, car on ne peut pas les réparer tous les jours. On peut faire un parallèle avec un phénomène social de l'exil. Par ailleurs, on peut se questionner sur la démographie galopante que subit la population humaine. Qu'en est-il de l'artificiel? On peut faire un parallèle avec la régulation des naissances. Remarquons que plus les pays sont riches, moins ils ont d'enfants. Plus le pays vieillit, moins il y a d'actifs. On compterait en Occident un actif sur 10. Qu'en est-il des problèmes d'intégration? D'où les facteurs d'exclusion. S'il y a de la morale et de l'éthique, il y a projet social. Qu'en est-il des démons des nationalismes, chevillés avec des religions? On peut faire un parallèle avec le fascisme hitlérien. Il y a des risques que l'on court. Les religions attendent que ces nationalismes régressifs. On peut faire un parallèle avec les pays de l'Est, l'Europe, où peuvent s'imbriquer religion et idéologie. C'est ce qui serait le mariage le plus monstrueux. Notons en France, le pays des droits de l'homme, et qui repose aussi sur un monstre qui peut renaître extrémiste. Ainsi, pour protéger son assiette, faut-il s'allier avec des meurtriers? Il y a un contexte social, l'histoire, et cela s'oppose à une démarche autre. Est-ce une lettre morte? Sommes-nous des animaux sociaux et historiques? Cela s'opposerait au Cambodge et à la Chine. Dans ces pays, il y a de moins en moins de liberté philosophique. Cela implique une action sur la vie de tous les jours, d'où une attitude engagée, modificatrice, se mettant en place. Mais jusqu'à quand? Comment rencontrer l'histoire, être dans la société, réaliser la difficile équation de la matière et de l'esprit? Nous sommes précipités dans l'existence sans code pour la comprendre. Il y a une interrogation permanente qui se fait avec l'histoire, la société. On peut établir un parallèle avec la richesse de l'être humain et l'énigme dont il est le protagoniste. Ainsi, en est-il du Sphinx, qui doit se poser des questions pour comprendre ce qui se passe et faire participer les êtres humains. Cela pour ne pas avoir à être au pied du mur. En Afrique, on a coutume de marcher 10 km pour aller chercher de l'eau. Cela entraîne vitalement
que nous ayons alors le temps de nous poser des questions. On peut faire un parallèle avec des mendiants assis aussi sur des sacs d'or. Avant, les modèles ne nous fournissaient plus d'explications pour vivre. Aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'en est-il du choix, du libre arbitre? Est-ce un plus de liberté, dira-t-on, alors que ce serait un enfermement? Cela induit de mener une vie davantage pleine, affranchie des contraintes. Or, l'être humain reste démuni, abandonné. Il a fait l'économie de penser, donc de ne pas penser. D'où sa condition dans laquelle il est démuni. Il n'a pas développé les moyens plus grands, des possibilités pour qu'il s'affranchisse. Cela s'oppose aux idéologies, aux religions. Quel rapport à la liberté? Cela s'oppose à être assisté. D'où l'être humain est déserté, sans substance, exilé. Notre vie vaut-elle se conformer en cela? Cela s'oppose aux sectes, à une prise totale en charge. Une interrogation peut déboucher sur une libération. Qu'en est-il d'Adam et Ève? Il y a eu un paradis. On recherche ce paradis encore. La terre n'est pas à faire pour vivre le paradis. C'est la terre. Les jeux, J-E-U-X, sont pipés. Adam et Ève ont voulu en sortir. Qui est Adam? C'est l'essence de l'humanité qui a quitté le paradis, car cela ne lui suffisait pas. Ce paradis était endormi, sans perspective réelle.